je souhaite faire un point sur l'expression entité naturelle, car en portant un regard autocritique sur l'intitulé de ma communication, je me suis rendu compte qu'il n'était peut-être pas assez précis. Cette notion est de plus en plus fréquemment employée aujourd'hui et il est important que j'explique non seulement pourquoi je l'ai retenue, mais aussi quelle est la logique qui s'en induit. En effet, on oppose, ou de manière plus nuancée, on distingue régulièrement les entités naturelles et les animaux. Mais à bien y regarder, il apparaît que ces deux notions ne sont pas en opposition. Pour pouvoir les comparer, il importe de préciser leur façon d'être en rapport. Cette nuance illustre d'ailleurs le paradigme de complexité dont Edgar Morin s'est fait l'un des plus grands pédagogues. Il appelle en effet à distinguer sans disjoindre et associer sans identifier ou réduire. Un beau programme complexe. Complexe, mais pas synonyme de difficulté, synonyme d'une approche plus fouillée, un petit peu plus nuancée. Alors, qu'est-ce qui les distingue sans les disjoindre? Eh bien, les entités naturelles renvoient à un système, un tout organisateur, qui peut aller de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Une entité naturelle peut être un micro-organisme, un poisson, un mammifère, parmi les mammifères un être humain, un singe, ou encore un écosystème dont la surface géographique peut être plus ou moins grande. Il peut s'agir d'un milieu de vie très circonscrit ou d'un biome, c'est-à-dire de grandes zones biogéographiques soumises à un climat particulier, ou encore, et de manière plus large, il peut s'agir de la biosphère. On pourrait élargir encore en parlant du système solaire et encore plus largement en parlant de l'univers. Mais restons-en déjà à la biosphère. Tout dépend de l'échelle donc retenue pour les analyser. L'agrégation de tous ces milieux de vie forme un organisme vivant géant qu'est la planète Terre. Il s'infère de cela un premier constat important au plan à la fois méthodologique et épistémologique. En effet, en fonction de l'échelle d'analyse, les modalités de compréhension et de protection peuvent différer. Mais elles ne s'excluent pas, j'insiste. Au contraire, elles sont à la fois complémentaires et concurrentes. Elles révèlent ainsi une tension, une dialogique, concept très morinien, en vertu duquel il n'est nul besoin de synthétiser au sens hegelien du terme. Il s'agit plutôt de considérer les complémentarités, mais sans chercher à effacer les contradictions. Ainsi, il faut adopter une double logique, d'où le terme dialogique, penser simultanément les contradictions et les complémentarités. Nous avons affaire, j'y reviens, à un tout organisateur qui comprend une multitude d'existants relevant des trois règnes, vous l'avez rappelé, le règne minéral, végétal et animal. Dans une rivière, dans une forêt, dans une montagne, coexiste une infinie variété d'êtres vivants et non vivants. Encore que la définition du vivant reste encore à peaufiner. De telle sorte que pour comparer les outils de protection des entités naturelles autres que les animaux, il faut tenir compte de la complexité de ce qu'on appelle entité naturelle. Alors, Aloïs Ken, vous m'avez demandé deux choses principalement. Vous m'avez demandé d'une part d'analyser ces courants culturels étrangers qui accordent la personnalité juridique aux éléments de la nature, ce qui invite à mettre en exergue et à comparer les outils utilisés, j'essaierai de le faire. Et d'autre part, vous m'avez demandé d'analyser la possibilité de s'en inspirer, ce qui pousse à comparer les droits accordés aux animaux et ceux accordés aux autres entités naturelles et à vérifier si une transposition adaptée, raisonnable, est possible. Alors, vous m'avez proposé de réfléchir à ce possible rapport d'analogie entre la personnalité juridique accordée aux éléments de la nature et celle qui pourrait être attribuée aux animaux. Cela, je vous l'ai dit, m'a tout de suite inspiré, car j'y ai vu l'occasion de réfléchir au lien qui existe entre ces deux mouvements. Le lien, voilà une notion clé. Le lien renvoie à la relation. L'étude des relations est aussi au cœur de la plus excitante révolution scientifique du XXe siècle, semble-t-il. Je veux parler de la mécanique quantique, puis de la physique quantique.
Les découvertes de la physique quantique ont fortement ébranlé les certitudes de la physique classique newtonienne, qui était notamment à la racine de notre paradigme intellectuel, culturel, le paradigme occidental moderne classique. Que nous enseigne la théorie quantique, au-delà du principe d'incertitude énoncé par Werner Heisenberg? Eh bien, elle nous enseigne que des objets éloignés semblent reliés les uns aux autres comme par magie. Carlo Rovelli, un auteur contemporain, un physicien, comme bien d'autres physiciens, souligne qu'on ne comprend pas encore toujours très très bien la théorie quantique, même les spécialistes de la théorie quantique. Cette dernière montre que la physique classique ne peut pas tout expliquer. Ça, au moins, on est d'accord. Et ce constat est fondamental. Vous allez voir pourquoi je fais ce détour, qui n'en est pas vraiment un, en m'intéressant rapidement à la physique quantique. Ce constat est fondamental. On ne peut pas tout expliquer. Il est fondamental car il appelle ce qui est au cœur de la science en général, l'exploration de nouvelles façons de penser le monde. Ce dont on est sûr, en effet, c'est que nous ne comprenons donc pas tout. Or, pour essayer de mieux comprendre, il s'avère utile de régulièrement remettre en question nos concepts, de repenser les bases du raisonnement et donc de la logique paradigmatique qui irrigue notre culture, afin d'essayer de mieux comprendre la réalité du monde dans lequel nous vivons, dans le but, au final, de le rendre plus intelligible. Alors, révéler les liens et les analyser permet de prendre conscience de l'importance des phénomènes d'interdépendance multiples que vous avez rappelés, des phénomènes d'interdépendance multiples qui maillent tout ce qui est EST, tout ce qui existe, le visible comme l'invisible. Transposé dans le champ politique et le champ du droit, qui est un objet éminemment politique, qu'est-ce que cela donne? Eh bien, cela peut inciter à manier autrement la règle prescriptive, la norme juridique. Un devoir éthique, et j'insiste là-dessus, nous y invite et devrait peut-être s'imposer, car nous n'avons pas su, voulu, pu habiter la Terre de façon suffisamment humble et sobre. Nous n'avons pas tenu compte de manière suffisamment respectueuse des autres expressions du vivant avec lesquelles nous sommes pourtant intimement liés. Alors quand je dis nous, c'est évidemment trop générique, c'est trop général, il faudrait nuancer, mais je pense qu'on comprend le propos. Un changement ou encore une rupture sont nécessaires ou semblent nécessaires. En effet, quand certains principes, certaines valeurs sont bafoués, il est temps d'interpréter et de manier la règle de droit autrement pour en rendre le respect plus efficace et plus concret. On peut évoquer 3 exemples éclatants, révélateurs de cette nécessité de faire bouger les lignes. On a ainsi assisté à une montée en puissance de 3 préoccupations très fortes au cours du XXe siècle et en ce début de XXIe siècle. Premièrement, la préoccupation autour de la notion de dignité de la personne humaine. On parle aussi de dignité de l'animal. À quand parlerons-nous de dignité des autres entités naturelles? Deuxièmement, la préoccupation autour des normes de bioéthique. Et tout cela est lié. Troisièmement, la préoccupation relative aux tentatives répétées d'appropriation du vivant végétal et animal, y compris humain, via la protection des obtentions végétales et via sa brevetabilité. Voilà 3 secteurs qui reflètent nos problématiques. Si certains peuples humains, si certains individus, si certaines entreprises ou institutions publiques avaient agi avec plus de tempérance, il ne serait pas nécessaire de réfléchir à faire émerger un droit des animaux ou encore un droit des autres entités naturelles. Mais il est nécessaire d'agir, il est temps d'agir. Et pour bien agir, il est souhaitable de le faire avec méthode. D'un point de vue étymologique, le mot méthode vient du grec métahodos, le chemin à suivre. La méthode nous aide donc à cheminer avec cohérence, en tout cas on peut l'espérer, mais sans assurance malgré tout, car nous restons, quoi que nous fassions, soumis au principe d'incertitude. La méthode nous aide à cheminer, mais elle ne nous montre pas le chemin. Le chemin, c'est nous. En agissant, on se fait chemin. Au plan méthodologique,
il paraît important et opportun de développer, à propos des entités naturelles, une triple analyse du concept de sujet, au plan juridique, ontologique et logique. Analyse tout d'abord au plan juridique. Comment définir le sujet qui pourra être qualifié en droit de personne juridique, de sujet de droit, c'est-à-dire le bénéficiaire de droits subjectifs. Analyse ensuite au plan ontologique. Comment définir le sujet digne de protection et de conservation? En tant qu'être vivant, être sensible, être doué de sensibilité, ressentant des émotions, donc sentient, avec toutes les nuances qui ont été apportées ce matin. L'être vivant doit-il être défini comme une substance absolue, une essence, ou serait-il préférable de le voir comme une réalité contingente, évolutive, dynamique, une réalité qui dépend de ses relations au monde avec un grand M, la Terre, le cosmos, ou au monde au pluriel avec un petit m, je renvoie là au milieu concret de vie. En effet, selon une approche ternaire et non pas binaire, comme nous y sommes habitués dans le cadre du paradigme occidental moderne classique, selon une approche ternaire faisant interagir trois facteurs interdépendants, qu'on va nommer S, I, P, il faut nécessairement un interprète I qui saisit le sujet, S, en tant que prédicat, P. Cet interprète peut être humain ou non humain, voire un simple dispositif matériel, comme dans l'expérience quantique, d'où une même particule, S, va exister soit en tant qu'onde, soit en tant que corpuscule. Et en réalité, les deux à la fois, c'est bien ce qui est troublant dans la physique quantique. En écho à nos travaux de ce jour, l'interprète, le législateur, par exemple, le législateur occidental, aujourd'hui se rend compte que les autres êtres vivants, S, le sujet, ce dont il s'agit, peuvent aussi être considérés comme des sujets de droit, le prédicat. Autre question subsidiaire, mais que nous n'analyserons pas, devons-nous nous intéresser seulement aux êtres vivants? Je la laisse de côté. Analyse enfin au plan logique. Comment définir toujours le sujet, un terme donc très polysémique, comment définir le sujet en logique? Eh bien, comme ce dont il s'agit, ce qui est à l'étude, ce que nous cherchons à comprendre, à analyser, à qualifier. Doit-on continuer à défendre le principe du tiers exclu, qui est le troisième grand principe dans la logique formelle aristotélicienne? Doit-on continuer à défendre le principe du tiers exclu alors que, du fait de la superposition des états d'une particule quantique, je l'ai dit tout à l'heure, à la fois onde et corpuscule, la théorie quantique a montré les limites des lois de la physique classique newtonienne. De même, il est acquis depuis la démonstration de Gödel, explicitant le principe d'incomplétude, que nous ne pouvons pas tout expliquer. Il n'est donc plus possible de se satisfaire d'une présentation dualiste de la réalité. Présentation qui nous dit on est soit A, soit non A. Il existe au contraire, me semble-t-il, une voie médiane, une tierce voie, une voie qui révèle qu'existe une infinie possibilité dans cet intervalle, dans ce milieu, dans cet entre-deux, qui existe entre les deux bornes du raisonnement logique que sont A et non A. Pour fournir matière à réflexion, je suggère donc de développer, à la suite des travaux d'Edgar Morin, une approche dialogique, laquelle fait écho aux travaux d'un autre chercheur qui m'a beaucoup inspiré depuis quelques années, Augustin Berck, relatif, cette fois-ci, à une approche mésologique, c'est-à-dire liée au milieu. La mésologie, c'est une science des milieux de vie. Envisager de reconnaître des droits spécifiques aux animaux et aux autres entités naturelles peut encore paraître surprenant, voire incompréhensible. Mais une telle approche explique pour peu qu'on la contextualise, ça sera mon premier point,
Karl Polanyi a en effet montré que c'est en raison d'une certaine évolution des mentalités que les Européens ont permis au capitalisme, finalement, de se développer. Une telle approche s'explique pourvu qu'on essaie de voir et de comprendre, à nouveau j'y reviens, les liens qui relient les diverses entités qui existent sur la planète Terre. Ça sera mon deuxième point. Cela nécessite d'analyser cette question à différentes échelles, en opérant des allers-retours entre le local et le global, le milieu de vie très concrètement situé, et la santé de la Terre considérée comme un être vivant à part entière. Il s'agit au final de mettre en exergue, par le biais d'une approche systémique, les multiples interdépendances qui structurent toutes les dimensions de la vie sur Terre. Ça sera mon troisième point. Les animaux et les autres entités naturelles sont à la fois les parties de ce biome qu'est la Terre et portent ce tout en eux, tout comme les êtres humains. Enfin, je tenterai une brève analyse des outils utilisés pour protéger les autres entités naturelles que sont les animaux et leurs limites, et de leurs limites. Premier point, très important, dans le cadre d'une approche liée à la pensée complexe, la contextualisation. Il faut ici rappeler les différentes façons de protéger les entités naturelles. Alors, il y a une approche classique et une approche nouvelle, comme il y avait la physique classique, si je fais le parallèle, et il y a aujourd'hui la physique quantique. L'approche classique, eh bien, c'est la protection pénale. C'est le premier type de protection auquel on peut penser. Et puis, cette protection pénale a été enrichie par une protection civile, notamment au travers de la loi de 2016 qui consacre le principe de préjudice écologique ou encore le principe de solidarité écologique. Mais je ne suis pas exhaustif. À côté de cette approche classique, il y a place pour une approche nouvelle, dont on parle plus aujourd'hui et dont vous avez parlé l'année dernière dans le cadre du précédent colloque, par exemple. Une approche nouvelle élargissant la catégorie des personnes juridiques. Une approche visant à reconnaître la personnalité juridique aux entités naturelles. C'est une approche dialogique ou mésologique. Il existe aussi différentes sources juridiques de reconnaissance de la personnalité juridique, la Constitution, les constitutions des différents pays, les lois, les décisions de justice, les coutumes, les traditions, notamment celles encore bien vivaces des peuples autochtones, donc liées aux cosmogonies autochtones. Il existe aussi un appareil, toute une littérature, un appareil scientifique lié au travail de la doctrine, un article fondateur de Christopher Stone en 1972, des écrits de Marie-Angèle Hermite notamment à partir de 1987. Voilà, ce ne sont là que quelques petits repères. Puisque la notion juridique de personne, et on en a aussi parlé ce matin, est construite de toutes pièces par le verbe, par un acte de volonté, autrement dit par une loi positive décidée par les hommes, on peut concevoir que ces mêmes hommes reconnaissent la qualité de personne à des non-humains ou encore à des entités autres qu'humaines. L'appellation non-humain me gêne car elle est très anthropocentrée. Passons. Étant donné que le rôle du droit en Occident est d'instituer la vie, on dénombre aujourd'hui quelques normes juridiques étrangères qui ont admis de reconnaître la personnalité juridique à des entités naturelles autres qu'humaines, à des fleuves, des glaciers, des forêts, des montagnes, des écosystèmes aquatiques, des mangroves par exemple, à la Pachamama ou encore à d'autres animaux, que ces animaux dénaturés, je fais un clin d'œil à Vercors, que ces animaux dénaturés que nous sommes. Premier point, la reconnaissance de la personnalité juridique à des fleuves. Alors on peut penser à l'exemple emblématique de la rivière Wanganui, du fleuve Wanganui en Nouvelle-Zélande. En 2012, en effet, ce grand fleuve de Nouvelle-Zélande a obtenu le statut de personne juridique grâce à un accord historique. C'est une victoire pour les communautés maoris locales qui ont pris sa défense depuis déjà bien longtemps. Et c'est un compromis que fait la couronne. Ce fleuve a donc désormais des droits et des intérêts qui peuvent être défendus en justice. L'accord préliminaire de 2012 a été signé donc entre la couronne et les communautés maoris, qui avaient de très forts liens culturels et des liens de vie, des liens mésologiques avec le cours d'eau. Alors, concrètement, comment fait-on alors que la rivière ne peut de toute évidence pas parler, qui portera sa voix? Eh bien, ce seront ces deux gardiens. L'un est issu de la couronne, l'autre du peuple maori. Pour assurer la protection de cette rivière, mais ça a été décliné dans d'autres pays, dans d'autres cas,
ils se sont mis d'accord sur les caractéristiques qui font toute la valeur de cette rivière, de ce fleuve, ainsi que sur une stratégie de développement qui satisfera toutes les parties prenantes, les communautés maoris, le gouvernement local, les utilisateurs commerciaux, ceux qui voient dans la rivière aussi un intérêt récréatif. Alors, l'accord reconnaît le statut de la rivière comme une te awatupua, c'est-à-dire une entité vivante à part entière. L'accord reconnaît aussi la relation inextricable qui lie ces communautés maoris avec la rivière. Ce qui est très intéressant, c'est que cet accord a été confirmé, il a été légalisé puisqu'il a été intégré en quelque sorte dans une loi plus tard, en 2007, le 15 mars 2017. Une loi est venue entériner cet accord de 2012 et confirmer que le fleuve Wanganui devait être considéré comme une entité vivante et donc bénéficier de la personnalité juridique. Les intérêts du cours d'eau seront donc défendus en justice par un tepu tupua, une face humaine, la face humaine du fleuve. En fait, il s'agit pour ces deux personnes physiques qui constituent collectivement ce tepu tupua de représenter le fleuve, d'agir, de parler pour et au nom de cette entité vivante à part entière. En fait, donc, l'idée, et Marie-Angèle l'exprime aussi, est de passer par un représentant qui permet de parler au nom de l'entité. Il faut que l'humanité, nous dit-elle, apprenne que les autres êtres vivants ont une parole. Ce n'est pas parce que nous ne savons pas la déchiffrer qu'ils n'en ont pas. Et je renvoie aussi aux autres travaux de ce matin qui ont insisté sur les découvertes dans le monde de l'éthologie en particulier. Alors, il y a bien d'autres pays qui ont en quelque sorte été inspirés par cette démarche, en tout cas en termes de protection du fleuve. L'Inde a été inspirée pour protéger aussi le Gange et la Yamuna, protéger aussi des glaciers. En Colombie, la rivière Atrato a aussi été protégée. On nous parlera peut-être tout à l'heure de la rivière Magpie au Canada. En France, on pense à la protection de la Loire, on pense à la protection du Rhône, on pense en Corse au Tavignano, on pense peut-être même à la protection de l'écosystème de la Camargue. Enfin, il y a de multiples exemples. Deuxième point, la reconnaissance de la personnalité juridique, toujours pour contextualiser, à des montagnes, des glaciers ou des forêts. Toujours en Nouvelle-Zélande, en 2014, une forêt s'est vue reconnaître là aussi la personnalité juridique. Je ne reprends pas, l'idée est à peu près la même que celle que j'ai évoquée tout à l'heure pour la rivière. En Nouvelle-Zélande, en 2017, un mont, le mont Taranaki, s'est aussi vu reconnaître le statut d'entité vivante. Du coup, 8 tribus locales et le gouvernement local ont la tutelle de ce volcan situé sur la côte ouest de l'île du Nord. Troisième point, la reconnaissance de la personnalité juridique, toujours pour contextualiser, à la Pachamama ou à la terre-mère. Alors, vraiment, le pays précurseur, il faut le dire, c'est l'Équateur. L'Équateur a été le premier à passer ce cap en 2008. En effet, à cette époque, il a reconnu des droits à l'ensemble de ces montagnes dans sa constitution, à l'ensemble, mais aussi de ses rivières et de ses terres. Je vous renvoie à l'article 71 de la Constitution qui traite en particulier des droits de la nature. Je cite simplement rapidement, « Nature ou Pachamama, où se reproduit et réalise la vie, a le droit à ce que soit intégralement respectée son existence, le maintien et la régénération de ses cycles vitaux, sa structure, ses fonctions et ses processus évolutifs. Toute personne, communauté, peuple ou nationalité pourra exiger à l'autorité publique l'accomplissement des droits de la nature. » C'est un exemple très important, c'est un exemple qui pourrait nous inspirer. Alors, dernière actualité très récente, le 10 novembre, mais je n'ai pas pu vraiment creuser parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour creuser tous les aspects, on en a discuté. On a une protection très récente d'une forêt à nouveau en Équateur par la Cour constitutionnelle de l'Équateur, décision très intéressante du 10 novembre 2021, qui dit en substance, sans entrer dans les détails, les droits de la nature, comme tous les droits établis dans la Constitution équatorienne, ont une pleine force normative. Ça n'est pas du blabla. Alors ça, c'est moi qui le rajoute. Je reviens au texte. Ce ne sont pas seulement des idées,
ou des déclarations rhétoriques, mais des normes juridiquement contraignantes. Voilà ce que dit le paragraphe 35 de cette décision de la Cour constitutionnelle de l'Équateur. La Bolivie a aussi joué un rôle important. 2 ans seulement après, en 2010, elle a adopté une loi sur les droits de la terre-mer qui introduit pour la Pachamama différents droits, le droit à la vie et à la diversité, à sa diversité, à l'eau, à l'air pur, à l'équilibre et à la restauration, ainsi qu'à la non-contamination par les déchets toxiques et radioactifs générés par les activités humaines. Voilà ce que je voulais vous dire pour contextualiser. Deuxième temps de mon intervention, je souhaite parler un petit peu de complexité et de multidimensionnalité. Alors, juste Stéphane, j'attire quand même votre attention sur le temps. Il vous reste que quelques minutes que je peux vous accorder, mais il faudra abréger un tout petit peu. Merci beaucoup. Très bien, oui, je me suis un peu trop emballé. Je savais qu'il y avait beaucoup de choses, mais alors je vais passer très vite. Complexité et multidimensionnalité, je vais simplement insister sur quelques aspects. Ce sur quoi il faut insister, c'est encore une fois la nécessité d'apprendre à relier, de toujours mieux relier, donc promouvoir une reliance pour améliorer nos modes de connaissance. La complexité, ça vient de complexus. Complexus, c'est ce qui est tissé ensemble. Donc, c'est ce qui permet de relier les choses une fois de plus. Alors, un autre mot aussi, et ça fait écho à certains développements de ce matin, il faut aussi développer une approche multidimensionnelle, c'est-à-dire tenir compte de différentes qualités que chaque être vivant peut avoir sur cette terre. L'être humain est à la fois biologique, psychique, social, affectif, rationnel, en tout cas il essaie de l'être. On pourrait en dire autant des autres entités vivantes animales. Autre point sur lequel je voulais insister, mais je passerai très vite, l'approche systémique et globale. Bon, j'ai déjà évoqué beaucoup de choses. Il est très important, au-delà du contexte, de développer une approche globale, donc de prendre du recul, puis de revenir ensuite aux différentes parties et de faire un aller-retour, un va-et-vient entre le global et le local, entre le tout et les parties. Dans cette fonction, cette dimension dynamique est absolument fondamentale pour ne jamais complètement s'éloigner du sujet. L'approche systémique, eh bien, elle renvoie un peu à la même chose. Systéma, en latin, ça veut dire assemblage. Donc, l'idée encore est de travailler sur les interdépendances, les interactions. Alors, je passe à la 4e partie où j'essaie d'analyser les outils utilisés pour protéger ces différentes entités naturelles. Finalement, ce que révèlent ces différents moyens de protéger les entités naturelles, c'est la volonté de protéger d'une destruction divers milieux de vie pour laisser s'exprimer la biodiversité. Biodiversité qui nous est absolument indispensable pour évoluer sereinement. Alors, le but n'est pas d'empêcher toute disparition d'êtres vivants, c'est impossible, mais de favoriser un équilibre respectueux des besoins de chacun, en étant guidé par une logique de sobriété, je fais un clin d'œil à Pierre Rabhi, et en développant une vision sur le moyen long terme. Alors, quels sont ces outils? Il y en a plusieurs. On a pensé à l'attribution de la personnalité morale. On pense aussi à l'action populaire ou actio popularis pour défendre la terre. C'est vrai en Équateur, c'est vrai en Bolivie. On peut penser aussi à créer une association, une structure, une personne morale qui aura pour vocation de défendre la nature. On peut penser au droit des servitudes, là je renverrai aux travaux de Sarah Van Uxem. On peut penser à la doctrine du public trust qui est utilisée notamment en Nouvelle-Zélande. On peut penser aux défenseurs des droits des animaux, mais en fait on pourrait penser aux défenseurs des droits de la nature. Il faudrait peut-être élargir cette idée de défense des droits de la nature. On peut s'appuyer ensuite sur d'autres notions comme le préjudice écologique, le principe de solidarité écologique, etc. Beaucoup donc de choses, beaucoup d'outils à disposition, ne sont pas forcément faciles à manier. Globalement, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes de titularité, de gestion et de représentativité quand on veut traiter ces questions. Alors, je ne rentre pas dans les détails, on pourra en parler peut-être un peu plus tard, et puis dans la version écrite. Pour conclure, tout ce qui existe sur Terre mérite une forme de respect, il me semble. Les formes d'expression de ce respect sont infiniment variées et dépendent de chaque cas, donc du sujet.
pour un interprète donné, I, et aboutissent à une qualification particulière ou prédicat en fonction des contraintes de chaque milieu de vie. Et tout cela ne cesse de coévoluer en fonction du principe de récursivité, avec tout ce dont le dit milieu est constitué. Ce principe de récursivité consiste à envisager tout produit comme un producteur, ou en d'autres termes, toute cause comme une conséquence. Nous sommes tous le produit de la société est le produit de nous, et ainsi de suite. Alors, tout cela, finalement, fait appel, j'ai quoi, 1 minute encore? Oui, allez, 1 minute. Très bien. Bon, alors tout cela fait écho à des questions d'évolution, fait écho aussi à des notions de mutation. Je ne pourrais pas rentrer dans plus de détails que ça. Ce qui est sûr, c'est que si on arrive à confirmer l'attribution de la personnalité juridique à des animaux et à des entités naturelles, des forêts, des rivières, des montagnes, c'est faire un pas de côté, c'est se décentrer par rapport à la vision classique. Ça n'est pas remettre en cause la summa divisio personne-chose, c'est juste élargir la catégorie des personnes. Il y a des personnes physiques, il y a des personnes morales. Il pourrait y avoir une troisième catégorie de personnes, la catégorie des entités naturelles, comprenant notamment les animaux, qui pourraient se voir reconnaître la personnalité juridique. Une approche élargie de cette notion pourrait être souhaitable pour tenir compte des mutations qui se font jour à l'heure de l'Anthropocène. Merci pour votre attention.